Merci les organisateurs de ces deux journées de m'avoir invité à ce colloque qui promet d'être fort intéressant et qui, pour ce premier exposé de nature philosophique, me permet de mettre l'accent plutôt sur quelques réflexions critiques concernant la notion de One Health, une santé, que sur l'intelligence artificielle, même s'il en sera brièvement question dans les deux moments principaux de notre développement. Depuis 2 décennies environ, on entend parler de façon croissante d'un mouvement qui s'intitule One Health et qui tend à rattacher les recherches et les actes médicaux d'une part à leurs homologues vétérinaires, d'autre part aux recherches et aux soins que l'on peut apporter aux plantes, qu'elles soient cultivées ou laissées à quelques degrés d'état sauvage. Ce mouvement qui prend en compte et vise une unité de la vie et de la santé de cette vie n'est sans doute pas toujours sans arrière-fond religieux, théiste, dans sa version New Age, ou dans une version conceptuellement plus exigeante, issue de Whitehead, que l'on a appelée, et qui s'appelle elle-même, théologie du process. Mais on ne saurait dissimuler que des articles de caractère universitaire, et dont le projet de rigueur conceptuelle est indéniable, s'écrivent désormais en grand nombre sous le sigle One Health, qui a d'entrée de jeu toute notre sympathie, qui oserait mettre en question des efforts pour unir la santé des hommes, celle des animaux domestiques, d'élevage et sauvage, et à celle des plantes, cultivées ou non, dans une conception qui lie l'activité du médecin, celle du vétérinaire, celle de l'agronome, celle de l'écologiste. On ne pourrait désormais plus lire, tant ils sont nombreux, l'ensemble des textes produits dans cette mouvance depuis 2004, où le slogan semble être apparu pour la première fois. Notre seule consolation tient au fait qu'ils sont assez souvent répétitifs. L'idée de One Health est que la santé de chaque vivant est liée à la santé de tous les autres vivants. Ceux qui promeuvent cette idée ne reculent pas devant l'immensité du projet, d'autant que la santé des êtres humains dépend de la santé des autres vivants, animaux ou plantes, et que travailler à celle-ci est presque directement travailler à celle-là. Or, si le programme de One Health semble démesuré, exprimé en termes généraux, il présente dans cette façon de s'énoncer beaucoup d'autres défauts qui n'apparaissent pas à première vue, mais qui sont autant d'équivoques, lesquels tournent vite en contradiction. Certes, on peut jusqu'à un certain point les accepter, puisque l'existence en est tissée, mais encore faut-il, pour les accepter, les regarder de près ou les avoir regardés de près. Les unes se focalisent autour de la notion de santé, les autres autour de celle d'individu. Pour ce qui est des premières, concernant la santé, nous concevons que l'homme a sa santé, comme le chien, l'abeille ou l'amibe, on la leur, et telle vigne ou tel séquoia, la leur aussi. Mais comment interpréter ce « comme » indique-t-il une analogie, une identité? Pouvons-nous définir la santé et la maladie avec des caractères objectifs qui conviendraient à tous les vivants? Ou est-il impossible de recourir à de tels critères? Et dans ce cas, comment éviter de parler de la santé des êtres vivants différents des humains, autrement que par une sorte d'anthropomorphisme? Il nous semble que Canguilhem n'ait pas toujours été très clair sur ce point dans sa belle thèse de 1943, Le normal et le pathologique. Or, pour donner un sens qui ne soit pas équivoque à One Health, mouvement de 40 ans postérieur aux dernières retouches que Canguilhem a pu faire à son œuvre, il semblerait que ce point dût être tranché. Quand nous voulons ramener la santé
de tous les vivants à une santé, est-ce par anthropomorphisme que nous le faisons, ou est-ce en raison de critères objectifs de la santé qui ne dépendent pas des appréciations réflexives des hommes sur les autres vivants? Une santé n'est-elle qu'un providentialisme à forme humaine, la santé de tous les êtres collaborant à la santé humaine, ou la santé humaine, si tant est qu'elle puisse se réduire ainsi à l'unité concernant une espèce, n'est-elle qu'une composante dans le concours ou le concert des santés qui ne sont pas particulièrement celles des hommes, mais celles des autres êtres, pourvu qu'ils soient vivants à un titre ou à un autre. Mais là, nous rencontrons, au-delà de la question de la notion de santé, une autre difficulté, dans ce qui peut apparaître comme une solution au problème précédent. Il est vrai que, en prenant la maladie et la santé comme concernant les individus, nous ne paraissons plus avantager l'individu humain, même si ce dernier se distingue par un rapport à soi conscient, composante dont ne disposent pas les autres rapports à soi. L'individu, notion par laquelle on veut caractériser le vivant, n'est toutefois pas d'une grande clarté. Si l'on veut soutenir que la santé ou la maladie est toujours la santé ou la maladie d'un seul, ce qui justifie la notion de One Health, n'est-ce pas en apparence seulement? Car, à moins de concevoir l'individu comme une substance coexistant avec les myriades d'autres substances qui seraient les autres êtres vivants, juxtaposés les uns aux autres sur une même terre, ce qui, comme nous le verrons, n'est pas une conception possible, il faut que l'individu, que chaque individu, soit un ensemble indéfini de relations, mais ainsi transformé en un ensemble d'innombrables structurations. Il devient très difficile de savoir comment ces individus s'articulent les uns aux autres. Quelles sont leurs limites? Est-ce que ce qu'on appelle le milieu a le moindre sens, et lequel? Ne faudrait-il pas connaître ces limites et en connaître les articulations, au moins dans les grands modes de leurs articulations, pour donner un sens plausible à One Health? Car tant qu'on en reste à l'affirmation nominale d'un individu, les difficultés n'apparaissent pas. Mais par quelle théorie des jeux nous sera-t-il possible, nous sera-t-il permis de comprendre comment les individus se circonviennent les uns les autres, prenant leur cohérence dans ce mouvement même, usant de stratégies qui permettent à chacun de vivre avec les autres, que ce soit en collaborant ou à leurs dépens, en collaborant avec les uns, mais pas avec les autres. Alors voyons ces deux faisceaux de difficultés, l'un après l'autre, et examinons si la solution des unes, en recourant aux autres, ne nous fait pas tomber de carrick dans syllabes par une dialectique indéfinie, ce qui rendrait équivoque le sens de One Health. Quand on veut que la santé soit une, la difficulté est de savoir comment on doit entendre cette unité. L'un des résultats essentiels de l'œuvre de Canguilhem est que la santé ne consiste pas dans la proximité à l'égard de normes que l'on pourrait fixer pour chaque espèce donnée de vivant, la maladie étant au contraire, selon sa gravité, l'écart plus ou moins grand à l'égard de ces normes, mais qu'elle tient, cette santé, pour les individus sains de ces espèces, dans la puissance d'instaurer ces normes. Tandis que le malade, qui ne vit toutefois pas sans normes, n'est plus capable de cette inventivité de la vie et s'en tient étroitement à des normes qui lui permettent de vivre avec des marges de manœuvre extrêmement resserrées auxquelles son état le contraint d'obéir. Cette façon d'envisager la santé comporte d'entrée de jeu deux difficultés pour One Health. La première est que, s'il n'est pas de normes qui puissent rendre
commensurable la santé d'un individu avec celle d'un autre au sein d'une même espèce, en raison de la diversité de leurs conditions de vie. Cette recherche de commensurabilité ne risque-t-elle pas d'être davantage compromise quand on passe d'une espèce à une autre, qu'il s'agisse d'espèces animales ou d'espèces végétales? L'unité de la santé risquerait bien d'être une simple métaphore, avec le paradoxe d'une inversion, puisque la santé étant plutôt plurielle qu'une, la maladie assurerait plus facilement qu'elle une certaine uniformité des comportements par un asservissement à une régulation plus sommaire. La seconde difficulté est qu'il n'est que trop clair que le dispositif convié par Canguilhem pour traiter de la santé est anthropocentrique et ne concerne que les êtres vivants soignés par l'homme, dont l'auteur n'envisage guère l'étendue du groupe qu'il constitue. À supposer que certains animaux, même sauvages, aient l'initiative de leur santé, est-ce le cas de tous les animaux? Est-ce le cas des plantes? Que ces êtres-ci aient quelque initiative de leur santé, c'est très probable, mais elle ne saurait être pensée dans les termes de l'analyse de Canguilhem. On dira que ce n'est pas très gênant pour parler d'une santé, parce qu'on peut envisager cette unité comme étant celle de la responsabilité de l'homme. Loin de nous gêner, cette affinité entre l'éthique et la santé nous paraît parfaitement fondée, et il est temps de nous rappeler que le valere latin, qui signifie bien se porter, était aussi au fondement de toutes les autres valeurs. Il est évident pour ceux qui pratiquent la littérature de One Health que la conception de ce mouvement se fait de l'unité de la santé. Eh bien, cette conception tient à l'action concertée et harmonieuse du médecin, du vétérinaire, de l'agronome et de l'écologiste. Il est du devoir des hommes d'essayer de réaliser cette unité qui n'est pas donnée d'emblée et qu'ils peuvent ressentir comme leur étant confiée ou se sentir appelés à la constituer. Il semble difficile dans ces conditions d'éviter de penser que One Health est d'une certaine façon, une certaine façon pour l'homme de projeter son idée de la santé sur l'ensemble des vivants. C'est alors que l'on voit apparaître une vieille idée grecque d'abord, anglo-saxonne ensuite, celle de sympathie. La normativité par laquelle l'homme pense et agit sa santé peut, par sympathie, être transmise à l'ensemble des vivants, ce qui implique un grand respect, dans ces deux cas, de leur vie, en se mettant ou en figurant se mettre à la place des vivants non humains, dont on entend tenir compte de la vie, gérer la vie, fût-elle sauvage, comme étant celle de ces êtres mêmes et non la propriété et la disposition, disons, des seuls êtres humains. Cette idée éthique, plus intersubjective que vitaliste, se trouve très probablement au fondement de One Health, dont les auteurs, souvent anglo-saxons, ne peuvent manquer d'être familiers de la notion de sympathie. Il faut toutefois s'entendre sur son sens. Chacun voit assez la menace de donner une forme humaine trop humaine aux animaux sauvages et aux plantes, sous couleur de les prendre en compte dans leur altérité et leur personnalité propre. L'éthique, même l'éthique kantienne, n'est pas forcément anthropocentrique. Elle ne requiert pas toujours la notion d'homme pour se construire. Et quand elle se développe en éthique de la personne, il est toujours possible d'entendre la personne en un sens plus hobbésien que kantien, pour qu'elle soit utile à cette notion de One Health. Un citoyen, mais plus généralement un être humain, se caractérise, selon Hobbes, par sa capacité à se multiplier ou à se diviser, comme on voudra, en une multiplicité de personnes
qui jouent entre elles des relations complexes. Hobbes prend l'exemple de l'acteur qui, sur les planches, joue d'autres rôles que ceux qu'il joue dans sa vie ordinaire d'être de chair et d'os. Il y ajoute aussitôt qu'un homme en procès devant un tribunal fait éclater constamment son point de vue en divers points de vue, suggérant ainsi que le droit et la politique ne sont rendus possibles que par cet éclatement en personnes diverses de chaque citoyen qui entrelace avec les divisions ou les multiplications des autres un système d'une infinie complication, lequel toutefois est propice au gouvernement et à la conduite politique et permet l'objectivité, factice certes et feinte, imaginaire, dont la politique a besoin. Il ne s'agit nullement d'une promotion par chacun, d'une exaltation hybride de soi, même si elle n'est pas exclue, mais d'une multiplicité beaucoup plus diverse, qui n'est pas partout, ni majoritairement, un sens moral, mais qui, en revanche, par cet extraordinaire jeu de points de vue, un sens éthique. C'est en combinant cette conception de la personne avec un usage de la théorie des jeux, le chemin que nous aurions suivi en disposant de plus de temps pour donner un sens acceptable à One Health. La méthode est de se servir de cette explosion des points de vue par laquelle un être envisage sa propre existence en chair et en os, du point de vue de ces êtres imaginaires et symboliques qu'il produit lui-même comme impossibles et non comme le seul point d'ancrage susceptible d'être considéré comme réel. Les personnes qui démultiplient la personne en chair et en os font office de levier qui permettent de changer le réel de côté, de ne pas obsessionnellement le tenir pour l'affaire du seul individu en chair et en os, et de faire apparaître ce dernier comme une figure qui peut aussi être considérée comme imaginaire. C'est évidemment ici la place de l'intelligence artificielle, ou augmentée, en ce qu'un certain être vivant se divise et se multiplie pour se doter de puissances qu'il n'a pas spontanément, mais qui ont au fait de faire partie de lui au même titre que les organes qu'il possède et avec lequel il est né. L'éclatement par chacun des êtres d'une grande multiplicité des êtres vivants, pas seulement des hommes, mais tous les êtres vivants, qu'ils soient animaux ou plantes, en tant qu'ils ont tous des stratégies différentes, hétérogènes, pour vivre et qu'aucune d'entre elles n'est écrite à l'avance, nous paraît très utile pour le type d'éthique recherché par One Health. Dès que la stratégie d'un être vivant ne convient plus, il lui est ordinairement possible d'en mettre en œuvre une autre. Mais à quoi désormais tient cette unité de chaque être vivant? C'est la dernière difficulté que nous voulons affronter avant de donner quitus à One Health. Nous voudrions le faire en nous tournant une dernière fois vers Hobbes et en laissant la parole à Leibniz, qui nous livre dans sa monadologie une idée du schème qui convient pour penser les vivants en un réseau de relations immenses, tant par le nombre que par la diversité de leurs modalités. Les auteurs qui s'occupent de philosophie ou d'éthique médicale ont souvent cité la phrase d'Aristote selon laquelle le médecin soigne des individus malades plutôt que des maladies. Ils se sont moins intéressés à la façon dont Aristote le disait et dont l'anti-aristotélicien qu'était Hobbes a su se faire l'écho. On soigne Callias ou Socrate et non telle ou telle maladie. Le nom permet le jeu des personnes dont nous avons parlé et qui se démultiplient
en tenant précisément leur individu pour une figure au moins aussi imaginaire que les autres et qui, en tout cas, n'a pas lieu d'absorber à elle seule tout le réel, ne laissant que les chimères ou autres figures. Convenons que la notion d'individu est équivoque par elle-même. Lorsque Canguilhem dit que c'est l'individu qui est malade, il signifie que c'est la totalité organique qui ne veut plus, et non pas un organe ou quelques organes. C'est l'individu tout entier qui est malade. Il n'est pas malade à cause d'un organe déficient ou de quelques parties d'organes déficientes. La maladie est un état global. Cette globalité est resserrée par rapport à la globalité extensive et explosive de la santé. L'individu qui décide de consulter un médecin se sent malade avant de savoir la partie de son organisme qui fait ou qui semble faire qu'il est malade. L'individu ressent qu'il ne s'insère plus dans son milieu comme il le faisait auparavant, qu'il est obligé de restreindre ses ambitions vitales, sociales dans ce milieu. Sa demande auprès du médecin est de retrouver l'insertion dont il jouissait quelque temps auparavant, ou du moins quelque équivalent, fût-il amoindri dans ses exigences de cette insertion. Par là, on voit qu'un individu n'est pas une substance, même s'il peut se vivre ainsi et apparaître ainsi de certains points de vue. Il est plutôt un ensemble innombrable de relations et de possibilités de relations qui rendent son rapport au milieu très ambigu. Une des façons les plus fausses, quoique des plus inévitables, de penser le vivant est de l'imaginer dans le milieu. Or, le vivant est si peu dans le milieu qu'il est impossible de lui assigner des limites au-delà desquelles commencerait le milieu comme quelque chose qui ne serait pas lui. D'autant que ces ensembles de relations innombrables que sont les individus, si la notion garde un sens, sont délibérément modifiés par les puissants médicaments, les appareillages mécaniques et intelligents qui modifient leur extension, leur portée, leur style d'action. En réalité, l'ensemble des relations qui constituent un vivant englobe le milieu jusqu'à des limites tout à fait indécises, qui varient précisément en fonction de la puissance que nous exerçons pour vivre. Ce qui fait que One Health a un sens qui serait fort compromis si l'individu vivant était une substance et l'ensemble des individus une juxtaposition de substances. C'est précisément cet entrelacement indéfini de toutes ces relations constituées par l'ensemble des vivants dont le milieu fait partie en quelque sorte avant qu'ils ne se rencontrent. Chacun, avant qu'ils ne rencontrent chacun les limites où ils s'y opposent. C'est ce continuum d'intégration et de conflit qui constitue One Health parce que, d'abord, il paraît constituer une vie. Ainsi, l'individu qui paraît singulariser et pluraliser à l'extrême la vie et la santé est aussi une notion qui nous permet au contraire d'unifier cette vie et d'unifier la santé précisément grâce à cette extraordinaire hétérogénéité des vies et des santé. Tout se passe comme si, de ce côté, un infini de grandeur nous dévoilait One Health. Mais il y a aussi l'autre côté, qui nous dévoile un infini de petitesse. Nous nous servons pour lui donner sens imagé d'un fragment de la monadologie de Leibniz sur lequel je vais achever ce propos. Dans ce texte, Leibniz présente l'idée, je le cite, d'un monde de créatures, de vivants, d'animaux, d'âmes, dont la moindre partie
dans la moindre partie de la matière, de telle sorte que, je le cite toujours, chaque portion de la matière puisse être conçue comme un jardin plein de plantes et comme un étang plein de poissons. Mais chaque rameau de la plante, chaque membre de l'animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang. Et quoique la terre et l'air interceptés entre les plantes du jardin ou l'eau interceptée entre les poissons de l'étang ne soient point plantes ni poissons, ils en contiennent pourtant encore, mais le plus souvent d'une subtilité à nous imperceptible. Ainsi, dit encore Leibniz, il n'y a rien d'inculte, de stérile, de mort dans l'univers. Point de chaos, point de confusion qu'en apparence. À peu près comme il en paraîtrait dans un étang à une distance dans laquelle on verrait un mouvement confus et grouillement, pour ainsi dire, de poissons de l'étang, sans discerner les poissons mêmes. Cette imagination si féconde se poursuit sur 2 belles pages. Entendons qu'il ne s'agit évidemment pas de reprendre à notre compte cet emboîtement des vivants à l'infini. Le fragment est à nos yeux plus imagé que conceptuel. Mais l'idée que les relations selon lesquelles les individus s'entremêlent sur des modes infiniment variés est certainement à retenir. Il faudrait, pour lui donner son plein sens, entrer davantage dans le détail de ces relations et montrer que certaines d'entre elles permettent d'inventer indéfiniment d'autres relations. En conclusion, il nous paraît que pour parler de One Health, il faille 2 conditions. D'abord, la possibilité du renversement qui permette de passer d'une conception réaliste de l'individu, de chair et d'os, à sa conception comme fiction, prenant son enracinement dans ses dépassements et ses projections. Ensuite, un usage de la théorie des jeux appliquée aux vivants eux-mêmes, lesquels développent tous leur stratégie, tant qu'ils sont vivants, pour circonvenir les autres et prendre place à côté des autres sans être excessivement gênés par leur réseau de relations. Il se pourrait que l'intelligence conceptuelle ne soit qu'un des modes de stratégie possibles, parmi une infinité d'autres. Certes, il est des stratégies plus utiles et plus payantes que d'autres. Canguilhem s'est avancé quelque peu sur ce terrain en cherchant une sorte de logique des santé plus forte que d'autres. Mais ce serait une erreur de croire que, parce que l'intelligence se mêle aux stratégies, elle est nécessairement supérieure à toutes les autres stratégies. Elle ne l'est que lorsqu'elle est exquise et peut rivaliser avec toutes les autres formes de vie sans les endommager ni les détruire, ce qu'elle n'a que trop tendance à faire quand elle est insuffisante et insuffisamment aiguisée. En tout cas, nous ne pensons nullement que les contradictions que nous avons rencontrées en présentant cette rapide analyse de One Health soient liées à des erreurs de raisonnement ou de méthode. C'est l'existence du vivant lui-même qui est contradictoire et que l'entendement ne peut penser autrement que par contradiction. Si mauvaise marque de vérité fut-elle, la contradiction ne saurait être évitée